Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Alors il y a quelques livres que je vais vous présenter aujourd'hui que j'ai lus au mois de décembre, donc c'est des lectures assez qui commencent un peu à me remonter dans le temps. Je commence avec Le Vieux et la mer d'Ernest Hemingway, qui a été prix Nobel de littérature en 1954. C'est l'histoire à Cuba donc d'un pêcheur qui pêche le marlin, qui est un gros poisson qui ressemble un peu à un espadon, qui a une grande corne devant. Et il rentre au bredouille depuis quelques temps et un jour il repart pêcher donc avec plein d'espoir. Et ses espoirs sont récompensés puisqu'en fait il tombe sur l'un des plus gros poissons qu'il ait jamais vu. Et va commencer alors un combat très cruel entre lui et la nature. Ce qui est marquant dans ce livre, c'est la persévérance du vieil homme en fait, qui va vraiment se démener et faire preuve d'un courage vraiment incroyable pour vraiment réussir à ramener cette immense prise chez lui avec son tout petit bateau. Donc c'est le côté, je pense, intéressant de l'œuvre, parce que je dois avouer que cet ouvrage m'a laissé un peu de marbre pour le reste, parce que je ne trouve pas que le style soit particulier, j'ai rien remarqué de notable. Au contraire, je trouve même que c'est assez banal. Alors oui, il y a des descriptions des techniques de pêche, du marlin, etc. qui sont peut-être très intéressantes et très réalistes, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Il y a le côté peut-être fable, conte qu'on peut apprécier, mais ce n'est pas une histoire moi qui me touche particulièrement, en tout cas, ni par son style, ni par son propos en fait. Dieu et l'État de Michel Bakounine. Michel Bakounine, c'est un penseur anarchiste russe, et dans cet ouvrage, il va nous parler donc de Dieu et de l'État. Et il pense que la recherche de liberté, de dignité, de prospérité est rendue impossible par l'État et l'Église, puisqu'en fait, ils asservissent le peuple. Pour lui, en fait, le Dieu et la liberté humaine sont incompatibles, parce que dès que Dieu apparaît, l'homme se rabaisse, l'homme s'anéantit, il se réduit en esclavage. Donc pour Bakounine, le seul moyen de se libérer de ça, c'est de faire une révolution sociale. C'est un texte avec un ton très acerbe envers l'Église. Alors parfois c'est drôle, parfois je trouve peut-être que c'est, je dirais pas déplacé, mais ça me fait moins sourire en fait. Je ne sais pas, il y a des fois où la plupart du temps ça m'a fait sourire ce ton acerbe, mais parfois je pense que c'est peut-être pas adapté pour certains sujets. Il y a beaucoup d'idées dans cet ouvrage qui sont pas toujours évidentes à lire entre elles, à suivre. C'est un texte donc qui est assez dense, il y a quelques idées dedans qui m'ont rappelé un petit peu, qui peuvent faire le lien avec la morale anarchiste de Kropotkin. Il y a autre chose que j'ai aimé dans cet ouvrage, c'est que Bakounine reconnaît l'importance de la science, tout en nous mettant en garde sur le fait qu'elle doit juste être une boussole de vie, elle doit nous donner des pistes, des aiguilles, elle doit nous donner des pistes, des indications, mais elle ne doit pas être ce qui nous gouverne. On ne doit pas se laisser gouverner en fait par la science. Deux petites choses qui manquent, je pense, quand même à cet ouvrage. C'est déjà le fait que c'est très centré sur l'Europe. J'aurais vraiment aimé avoir une vision plus mondiale. Alors c'est normal, j'imagine, à l'époque de Bakounine de ne pas pouvoir avoir une vision peut-être mondiale, mais c'est quelque chose que je pense serait intéressant aujourd'hui de rajouter. Et également, il parle beaucoup donc d'État et des liens des États avec les religions, mais du coup, il parle pas du tout des États laïques dans son ouvrage, et j'aurais bien aimé lire des choses un peu dessus. Voilà. Le tome 2 du Sorceleur, l'épée de la Providence d'Andrzej Sapkowski. Donc c'est un deuxième tome du Sorceleur, donc l'histoire principale va commencer un peu plus à se dessiner plus nettement, on va dire. Les personnages on va commencer à avoir de plus en plus de personnages récurrents et les nouvelles commencent à se lier entre elles. C'est une écriture qui est toujours aussi juste, je trouve qu'on retrouve un Gérald très acerbe et ça donne des situations parfois très risibles. Attention cependant pour le style, je trouve que c'est pas évident de juger parce que déjà il y a deux traducteurs différents entre le tome 1 et le tome 2. Donc même si je sais pas si ça influence tant que ça, mais mine de rien je pense quand même que pour moi ça compte. Et du coup c'est pas évident de juger le style d'un auteur quand il est traduit par des traducteurs différents. L'univers en tout cas est toujours aussi prenant et ce que j'aime aussi vraiment particulièrement dans The Witcher, c'est toute cette réflexion sur Geralt finalement, ses dilemmes, ses questions sur l'humanité, son code de vie en fait entre guillemets. Il y a certains dialogues qui sont en cela très évocateurs, notamment ceux qu'il a avec Jaski, un de ses meilleurs amis, et que je trouve vraiment intéressant. Je trouve qu'il y a c'est une fantaisie sorceleur qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir je trouve.
Et le traitement des personnages, pour moi, il est toujours fait avec beaucoup d'intérêt. Il y a une sorte de nostalgie, de résignation qui sont pas habituelles, je trouve. Pour ceux que ça intéresse, ce tome 2, cette fin de tome 2 correspond en fait à la fin de la saison 1 de la série The Witcher sur Netflix, pour ceux qui seraient intéressés soit pour lire les livres, soit pour regarder la série. À vous de voir. Un ouvrage de Ryu Murakami, Les bébés de la consigne automatique. Merci Mon Plaisir, c'est toi qui m'avais conseillé cet ouvrage et du coup j'ai suivi ton conseil et je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié. C'est l'histoire en fait de 2 enfants au Japon qui ont été abandonnés dans des consignes de gare dans les années 80, qui sont donc Kiku et Hachi et qui deviennent en fait, on va dire frères, parce qu'ils sont nés quasiment en même temps, ils sont adoptés en même temps et ensemble. Et on va suivre en fait de leur naissance, on va suivre leur naissance, leur enfance jusqu'à leur majorité. Et chaque chapitre en fait alterne entre le point de vue des deux frères. En fait, on alterne entre le point de vue de Kiku et le point de vue de Hachi. Petit avertissement cependant, c'est une lecture qui est assez difficile, non pas pour le style, non pas pour la narration, mais parce que les événements qui se déroulent dans cet ouvrage sont assez perturbants et peuvent, je pense, choquer certaines personnes. On a des scènes qui sont violentes, voire ultra violentes. Il y a de la torture, il y a de la maltraitance animale aussi. Il y a des scènes qui sont vraiment dures à soutenir, des scènes de sexe qui sont très crues, voire il y a même des scènes de viol, je crois. Ça parle de drogue, enfin bref, vraiment c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains et je préfère prévenir avant que vous vous lanciez dedans. Et il y a vraiment des moments de ce livre où je préfère arrêter en fait et passer à autre chose, penser à autre chose parce que c'est une ambiance très lourde, très pesante. Murakami en fait il entraîne ses personnages dans une descente aux enfers où ils sont en quête de leur identité, en quête d'un sens à leur vie. Ils ont été traumatisés en fait par leur abandon. Et je verrais bien un film en fait sur ce livre parce qu'il y a vraiment plein de moments qui sont visuellement très évocateurs et presque un peu... il y a une ambiance presque mystique, un peu bizarre qui se dégage de ce livre et je trouve qu'en film ça rendrait vraiment quelque chose de très très singulier je pense. Il y a aussi beaucoup de descriptions qui sont donc visuelles, c'est très visuel, mais il y a aussi beaucoup de descriptions où on sent presque les odeurs, c'est très olfactif aussi comme livre. Et parfois on a l'impression que le livre suinte le dégoût. Il y a plein de liquides qui sont assez... qui inspirent un peu le dégoût, qui sont présents dans le livre. Beaucoup de sueur, beaucoup de pleurs, la salive, le sperme, c'est vraiment des choses qui se dégagent du livre et qui repoussent un peu. On a l'alternance aussi d'un Tokyo qui est un petit peu apocalyptique, qui est toxique et qui est mis un peu en opposition avec d'autres îles du Japon où ont grandi les 2 frères et qui sont des îles plutôt apaisées, plutôt lumineuses. Parfois le livre, on dirait presque une histoire d'horreur avec beaucoup d'humour noir. Et en fait, les personnages qui sont bienveillants, qui sont censés dans ce livre, il n'y en a quasiment pas. Et le peu qu'il y a de ces personnages, ils se font complètement écraser par la violence, par la folie des autres. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une lecture qui est assez perturbante, mais vraiment fascinante, parce qu'on est plongé au cœur de l'esprit de ces deux garçons. Et on essaye un peu de saisir leur traumatisme, et c'est d'autant plus frappant que le phénomène d'abandon des bébés dans des consignes, ça s'est vraiment passé au Japon dans les années 80. Il y a eu des abandons en masse à cette période, donc c'est d'autant plus terrifiant. On reparle un peu de fantasy avec Déraciné de Naomi Novik. C'est l'histoire donc de Agnieszka qui vit dans un petit village qui est entouré d'une forêt qui est une forêt maléfique, et ils sont protégés les villageois par cette forêt par un magicien qui vit dans une tour. Et tous les 10 ans, ce magicien vient dans les villages et récupère une jeune fille qui l'accompagne avec lui dans la tour et que personne ne revoit jamais. Donc dans ce bouquin, il y a quelques événements auxquels je m'attendais, qui n'ont pas été une grande surprise. Malgré tout, ce qui est appréciable, c'est qu'on sent dans le scénario, dans les dialogues de Naomi Novik, cette volonté vraiment de s'émanciper de certains codes de contes et de clichés du genre dans la fantasy. Parce qu'on a une héroïne qui est très nature, qui est assez récalcitrante en fait à rentrer dans les codes standards de beauté. Et pourtant ça n'empêche pas d'accéder à l'amour, ça n'empêche pas d'accéder au désir. Il y a beaucoup d'idées sur l'univers qui m'ont plu, les personnages qui sont créés notamment avec des thématiques qui sont assez parlantes, le fait de s'émanciper de son village, de sa vie natale, le fait, ça évoque la corruption politique et la résistance aussi. Malgré tout, plein de toutes ces qualités,
Le livre n'a pas de style particulier en fait, l'écriture est très banale, il y a vraiment des passages qui auraient mérité d'être sublimés et qui ne le sont pas. C'est juste un enchaînement d'actions en fait qui n'a pas qui n'a pas de charme en fait, et c'est vraiment dommage parce que le livre a vraiment tous les éléments pour être excellent, et il s'arrête juste au niveau de j'ai apprécié cette lecture mais voilà, il manque quelque chose. Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Alors c'est un ouvrage qui est la retranscription d'un TEDx de cette auteure nigériane. Rien de neuf pour moi en lisant cet ouvrage. J'ai apprécié le ton enthousiaste et accessible de ce qu'elle dit dans son discours. Après voilà, moi rien de nouveau pour moi, je pense que ça peut être une bonne base pour ceux qui veulent commencer à s'intéresser de près au féminisme. L'ouvrage est suivi d'une nouvelle qui s'appelle Les Marieuses et qui parle d'un mariage forcé. Le ton qui est très lucide et évocateur m'a plu. Et ce que j'ai aimé dans cet ouvrage aussi, c'est le fait qu'on ait un point de vue qui n'est pas un point de vue purement occidental, ce qui est plutôt intéressant puisque le féminisme est quand même majoritairement occidental et blanc, donc c'est bien d'avoir des voix un peu différentes. L'insurrection qui vient du comité invisible. C'est un ouvrage qui dresse le triste bilan de la société capitaliste française. Le style se veut poétique tout en demeurant accessible à tous et à toutes. Il date de 2007 et il fait référence à des faits politiques, des événements qui ont lieu à cette époque, mais c'est pas toujours expliqué en fait. Donc pour moi il manque quand même quelques annotations à ce niveau-là parce que je me rappelle pas personnellement de tout ce qui s'est passé en 2007. Après qu'ils aient fait donc la constatation de cette société qui est en voie d'effondrement, le comité propose en fait une théorie pour faire face, qui est donc l'insurrection. Une insurrection qui semble nécessaire et inévitable. Je trouve leur théorie claire, je trouve que le cheminement des idées fait sens. On voit vraiment comment cette insurrection pourrait se façonner. Et il y a plusieurs passages qui m'ont particulièrement intéressée, notamment la remise en cause des milieux militants, en nous expliquant en fait que ces milieux ils ont tendance à reproduire des schémas qui sont déjà des schémas d'organisation des États, et qu'au contraire il faudrait tendre plutôt vers des communes denses, des communes multiples qui sont animées par un esprit commun. Et il y a une autre idée qui m'a plu, c'est le fait que dire qu'il n'y a pas d'insurrection sans violence, c'est-à-dire que l'insurrection pacifique elle n'est pas possible et que si on ne peut être pacifique que si on a le pouvoir, et que justement les personnes qui vont faire l'insurrection n'ont pas le pouvoir, donc ne peuvent pas être pacifiques. Bref, beaucoup d'idées, d'évocations, de formulations qui sont très parlantes. Cependant, j'ai pas l'impression que il s'agit d'une version. Pour moi, il s'agit d'une vision à court terme, j'ai l'impression en tout cas. Parce que l'insurrection elle semble prise que comme un moment, que comme une action qui doit nous libérer, mais pour aller où en fait? C'est ce que je me suis demandé. Alors au final je m'en fiche de pas savoir à la fin du livre, mais voilà, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment envisagé à terme ce qui se passera? Je sais pas. Et autre petite anecdote marrante, c'est qu'en lisant ce livre je me disais oui, l'effondrement, bon ça va pas arriver avant 10-20 ans, et puis un mois après il y a eu le coronavirus quoi, donc... Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu ces livres ou que vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Salut!